Mon capitaine, merci de nous recevoir aujourd'hui. On se retrouve d'ailleurs dans un lieu assez emblématique, donc dans la soute du C-135, je crois, votre lieu de travail durant des années. Mais avant de revenir sur votre parcours, j'aimerais m'intéresser à qui vous êtes, qui est le capitaine Thibault. Bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Donc, capitaine Thibault, de l'armée de l'air et de l'espace, 17 ans au compteur, bientôt 18. J'ai eu un petit parcours un peu atypique. J'ai commencé en tant que navigateur dans la chasse, donc NOSA, navigateur opérateur système d'armes. De 2007, où je suis rentré dans l'armée jusqu'en 2012. Et en 2012, je suis arrivé sur C-135 en tant que navigateur de ravitaillement en vol. Et justement, avant de rentrer dans le vif du métier, j'aimerais remonter le temps et découvrir qui vous étiez plus jeune et quel genre d'enfant vous étiez. Est-ce que vous étiez déjà passionné d'aviation? Qui vous étiez en tant qu'enfant? Alors, en tant qu'enfant, j'ai eu beaucoup de rêves comme tous les enfants. Je pense que plutôt quand on arrive vers les 10-12 ans, on commence à vraiment voir des choses qui nous font rêver. Mes parents m'ont emmené sur des meetings. Et il est vrai que quand on voit la patrouille de France, c'est quelque chose qui fait briller plein d'étoiles dans nos yeux d'enfants, voir tous ces avions. Et à partir de là, je me suis dit oui, moi je veux travailler dans l'aéronautique et je voudrais être pilote. Et même si j'ai eu des phases de doute, je le dis, mais il faut s'accrocher, notamment quand on passe des phases de lycée. Et moi je me suis accroché, j'ai continué. Donc voilà, j'ai jusqu'à faire une classe prépa et continuer ainsi. Donc dès le lycée, vous avez entrepris une carrière en direction de la navigation. Et comment vous êtes préparé? Dès le lycée, j'ai fait une classe préparatoire en maths sup, maths spé. Je n'ai pas eu le concours que je souhaitais de l'école de l'air, mais c'est pas très grave. Je pense que les échecs, ça forge et surtout, il faut savoir rester humble et s'accrocher à ses rêves. Donc j'ai pas eu le concours, mais j'ai passé la sélection européenne, donc élève officier du personnel navigant de l'armée de l'air. Et donc je suis rentré en 2007 sous ce statut-là, en tant que navigateur, comme je vous l'ai dit. Et est-ce que vous aviez des inspirations, des figures ou des motivations qui vous ont poussé à arriver là aujourd'hui? Non, j'ai pas de grandes figures. J'aime bien lire, donc naturellement j'ai lu les livres d'Antoine Saint-Exupéry, tous des grands écrivains. Pour autant, j'aime bien les grandes histoires, j'aime bien un peu les envolées lyriques qui nous fait rêver, mais je ne me suis pas accroché à des figures. Moi, les gens qui m'inspiraient, c'était plus le sergent-chef qui m'a encadré au lycée militaire d'Autun, voilà, des gens de proximité et qui nous motivaient et nous disaient de nous accrocher, que ça valait le coup. Et le lycée militaire, justement, est-ce qu'il y a une plus-value déjà d'avoir une scolarité dans le milieu militaire? Comment ça se passe un lycée militaire? Alors, il y a une plus-value, particulièrement pour les prépas militaires, c'est qu'on découvre qu'est-ce qu'un milieu militaire quand on est un jeune avec son bac, on ne sait pas forcément. Et ça permet au moins de toucher du doigt, on nous donne cet encadrement, on nous donne déjà le sens des valeurs militaires. Ça permet de savoir, je pense pour certains jeunes, de se dire bah oui, c'est ça que je recherchais, maintenant je vais m'accrocher pour faire carrière dedans. Et justement, votre carrière commence en tant que navigateur. Quelle différence il existe vraiment entre le métier de pilote et le métier de navigateur? En quoi consiste le métier de navigateur? Alors le métier de navigateur, il est plus emblématique dans l'aviation de chasse, parce qu'on a ce film Top Gun où on voit forcément Goose, le navigateur de Maverick. Donc oui, on est là pour assister le pilote. Dans l'aviation de transport, c'est pareil, on est là, on vient assister son équipage. Le navigateur, il va travailler plutôt dans une optique, on va dire, de long terme. Si je prends le court terme, le pilote gère la trajectoire, il pilote son avion, voilà, comme le nom l'indique. Mais au-delà de ça, il y a une mission à réaliser. Le navigateur vient là en assistance pour prendre le moyen et le long terme, donc dire où aller, la phase de navigation, mais aussi gérer les systèmes de l'avion, gérer les futures trajectoires, gérer les futurs inputs, les inconnus qui peuvent arriver sur la mission, jusqu'à évoluer. Après, il peut être commandant de bord de son avion, le navigateur. Moi, je le vois, comme j'aime le dire, un peu comme le capitaine d'un bateau. Il a son équipage avec lui. Alors, c'est pas lui qui dirige le bateau, mais il va dire ok, on va aller à gauche, on va aller plein gaz en avant, et on va gérer. Et maintenant, mon ORV, j'ai le chasseur à ravitailler pour le tanker en avant, et on est un peu un chef d'orchestre. Et quelle formation on suit pour arriver navigateur? C'est une formation qui est parallèle de celle du pilote. Donc on a un début théorique qui est assez semblable. Donc on fait des cours militaires, on fait des cours d'anglais et on fait la formation aéronautique. Alors à mon époque on passait la TPL, mais on suit ces cours théoriques qui nous donnent le bagage en termes aéronautiques. Et ensuite il y avait l'école de formation des navigateurs qui existait. Désormais, au sein des EIV, les élèves sont rassemblés. Donc ça permet d'avoir une première base aéronautique,
Mais le navigateur ne va pas être formé comme un pilote d'entrée de jeu pour piloter un avion et ensuite orienter navigateur. Il aura sa formation initiale spécifique au métier de navigateur en école de début. Et puis ensuite, il évolue en fonction de sa spécialité. Principalement, actuellement, ça sera dans l'aviation de chasse, donc il évoluera à Cognac sur PC-21 avant d'être affecté en unité de combat. D'accord, donc si on reprend juste les phases chronologiques, donc on commence à Cognac ou à Salon de Provence? On commence à Salon de Provence, on est jeune élève, une fois que sa formation militaire est terminée, formation théorique aéronautique et formation au sein des escadrons d'instruction en vol, donc formation de base au sein de Salon de Provence, puis ensuite formation pour la chasse principalement à Cognac. Il y a assez peu de navigateurs transport formés maintenant à notre époque. Et vous, quelle a été votre première affectation? Comment ça a commencé votre histoire au sein de l'armée de l'air et de l'espace? Et ben moi, à mon époque, donc une fois que j'ai fait ma formation à Salon, on allait sur la base aérienne de Tours pour être à l'école de l'aviation de chasse sur Alpha Jet. Et on avait un conseil d'orientation à l'issue. On savait vers quelle unité. Donc moi, j'ai été affecté au sein du 2-3 Champagne à Nancy. Donc à l'issue, on allait passer nos cours théoriques de Mirage 2000 dans notre cas. Et ensuite, on rejoignait le centre de formation Mirage 2000 sur Nancy. Donc, ce qui est l'équivalent après pour d'autres parcours où on fait une formation théorique Rafale et puis on est affecté à Saint-Dizier pour les biplaces. Et ensuite, c'est quoi la suite du parcours? La suite du parcours, c'est le même, un parcours de personnel navigant. On a des étapes à passer. Donc au moment où on arrive dans une unité où on est en instruction militaire, donc un pilote d'instruction militaire, un navigateur en instruction militaire, le PIM, le NIM, le but c'est d'obtenir sa qualification sur toutes les missions de l'unité, de sa machine, donc être déclaré opérationnel. On appelle aussi le repère 5 souvent dans le transport. De là, on sait qu'on est un membre d'équipage à part entière, on est capable de tout faire pour son unité. Ensuite, on va évoluer. Le Saint Graal, ce qu'on appelait le bâton de maréchal aussi, c'est d'avoir ce repère en 8, ce commandant de bord, ou dans la chasse, le chef de patrouille. Et donc on évolue au sein de son unité, ça peut prendre 3-4 ans pour avoir toutes ces qualifications jusqu'à être apte à toutes les missions. Et donc transporteur, on emmène son équipage, on est le commandant de bord, et chasseur, on emmène aussi ses équipiers. Et aujourd'hui, donc vous êtes commandant de bord. Comment vous êtes arrivé ici? Et quel a été le déclic de passer de navigateur à commandant de bord? Comment ça s'est passé? Alors le navigateur, on a dans notre cursus cette qualification commandant de bord. Donc le but c'est qu'on l'atteigne tous à terme. Donc là c'est le cursus de formation en interne où on arrive jeune navigateur en unité, on est en instruction, puis on devient opérationnel, puis on est un navigateur confirmé. Et enfin, on rentre en stage pour devenir navigateur commandant de bord. Et donc là, prendre en charge son avion et son équipage pour faire les missions. Quelque part, c'est l'escadron et l'armée de l'air nous fait confiance et nous confie une mission avec l'appareil. Donc ça, c'est notre cursus de navigateur. Vous êtes pilote, du coup. Comment on arrive à... Comment on arrive, voilà. Donc je suis arrivé au bout de ce cursus. Une étape qui peut exister pour certains, c'est de devenir instructeur, naturellement. Il faut des instructeurs. Moi, ça m'intéressait depuis mon entrée dans l'armée de l'air. D'autant plus, en arrivant au bout de ce cursus, je voulais piloter un avion. Donc je voulais passer pilote. C'était une volonté personnelle. Ce n'est pas compris dans les cursus, donc j'ai fait en sorte de proposer à l'armée de l'air un plan qui marcherait. Donc j'avais mon expérience aéronautique, navigateur et commandant de bord, et de mes propres fonds, j'ai passé mes qualifications de pilote. Donc sur mon temps personnel, à côté de mon métier de navigateur. Comme ça, j'aurais pu leur présenter des qualifications complètes et passer dans le civil naturellement, avec mon expérience navigateur commandant de bord, pour dire maintenant mon avion étant amené à disparaître, ma fonction aussi, et je souhaite continuer à piloter pour l'armée de l'air. Et en quoi votre parcours il est inédit? Parce que c'est la première fois que ça arrive? Alors, au moins des 30 dernières années, en effet, c'est la première fois. Il y a eu, il me semble, par le passé, quelques cas, mais qui étaient plutôt liés à des gens déjà pilotes, qui étaient passés navigateurs, qui ont souhaité revenir dans leur spécialité initiale. Il faut bien voir que pendant des années, un pilote qui échouait dans sa formation, on lui proposait souvent de passer navigateur. Peu importe les raisons de l'échec, après chacun pourra voir. Donc on se retrouvait dans une spécialité où on récupérait des gens en échec. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Pourtant, quand on commence d'entrer dans cette spécialité, ce n'était pas forcément un échec, c'est lié au cursus, aux phases de recrutement de l'armée de l'air, qui ont eu lieu à l'époque à laquelle on est rentré. Moi, il n'y avait plus de sélection en vol, donc je suis rentré directement en navigateur. Donc c'est assez inédit parce que j'ai dit, moi je veux passer de l'autre côté de la barrière, je veux être pilote, et je ne veux pas faire ce schéma inverse que vous proposez souvent du pilote vers le navigateur.
Et donc aujourd'hui, vous êtes arrivé donc sur C-135. Qu'est-ce que ça fait de piloter un avion emblématique dans son histoire? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Moi, c'est emblématique à 2 titres. J'étais navigateur dessus et on m'a proposé, une fois que mon changement de spécialité était accordé, de revenir sur cet avion. Donc forcément, je reviens sur l'avion où j'ai fait toutes mes passes d'armes quasiment. Donc oui, c'est un avion de cœur. On revient au milieu d'une unité avec des personnes qu'on apprécie, qu'on connaît. Quelque part, on revient dans sa famille, on est entre amis. Donc ce côté-là est génial. Et le deuxième penchant, c'est le C-135, un avion qui a 60 ans d'histoire, un avion qui se pilote. Voilà, j'aime bien le dire, mais oui, en effet, c'est encore un avion d'ancienne génération. Donc c'est un challenge, et c'est bien ça justement, ça nous challenge à titre personnel, on ne va pas se reposer sur nos lauriers, c'est pas gagné d'avance, il y a du travail, et ça fait plaisir de revenir en avion avec une telle historique derrière lui, et qui est toujours challengeant. Et sur son historique, quelle mission on retrouve? Alors, vous retrouvez sur l'historique du CAS-135 toutes les grandes opérations de l'armée de l'air. Voilà. Il a été de toutes les grandes opérations. Si on recule en arrière, on a encore participé au novembre dernier à Chamal, l'opération contre l'État islamique, donc au Levant. Mais on a participé à Épervier en Afrique, 135 a participé à Lamentin. Enfin, voilà, vous retrouvez vraiment toutes les grandes opérations de l'armée de l'air de ces dernières années, au-delà de la dissuasion, qui est la mission principale de l'avion. Et justement, si on peut parler brièvement de sa mission de dissuasion nucléaire, qu'est-ce que ça représente au sein des forces? Alors c'est une mission qui est particulière, c'est notre mission principale, on s'entraîne à la faire, mais pour autant, on ne va pas dire que ça constitue le cœur de notre activité journalière. Donc on s'entraîne toute l'année, ce sont des processus qui sont bien rodés, tout bien écrit, c'est très cadré la dissuasion. Il y a eu depuis 1964 0 jour d'interruption. Donc je pense qu'on peut en être fier des phases dans leur ensemble. On a tenu une alerte permanente depuis 1964. Voilà, il n'y a pas eu d'interruption. Maintenant, tous les jours, on ne vole pas pour la dissuasion nucléaire. On a un avion ravitailleur, donc on vole au profit des forces. Donc on s'entraîne, on entraîne nos chasseurs à ravitailler. On s'entraîne, on entraîne nos équipages. Et après, on participe, ou du moins on participe aux opérations extérieures. Et la suite de votre parcours, qu'est-ce qui vous attend? On est tous conscients du départ du C-135 et vous, où est-ce que vous allez? On n'est plus très nombreux, mais moi, à titre personnel, je fais partie normalement des 3 pilotes qui iront sur A330 Phoenix. Voilà, on attend encore une réponse officielle, naturellement, mais c'est vers ça que ça s'oriente. Et quel conseil vous auriez à donner à un jeune qui souhaite devenir navigateur, pourquoi pas pilote? Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui nous écoutent? Moi, je dirais que le plus important, c'est de s'accrocher. J'ai un parcours, quand on le regarde, il est semé d'échecs. Pour autant, je suis là aujourd'hui devant vous à expliquer comment un navigateur est passé pilote. C'est 2 métiers qui sont formidables. Ça vous ouvrira, enfin vous verrez des choses exceptionnelles, ça vous ouvrira des portes qui sont exceptionnelles. Donc si vous voulez le faire, foncez. Navigateur sur Rafale, vous verrez des choses que vous ne verrez jamais dans un avion de transport. Vous vivrez des choses aussi exceptionnelles. Donc c'est deux métiers qui ont des facettes un peu différentes, qui sont très proches mais qui ont 2 facettes différentes. Et dans tous les cas, vous pouvez être fier de faire un de ces 2 métiers au sein de l'armée de l'air. Mais comment on arrive à garder cette passion, à ne pas s'essouffler dans son métier et à garder ce lien qu'on a avec son métier? Il faut garder un juste équilibre. Quand on est jeune, on fonce la bille en tête, donc on peut des fois un peu s'épuiser. Il y a un gros investissement initial, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se voiler la face, ça demande des sacrifices et beaucoup de travail au début. Et une fois qu'on est bien installé dans son métier, il y a un équilibre. Et c'est faire cette bascule où on est allé à fond, on a accéléré, et on se dit ok, maintenant que je suis confortable, il faut trouver son équilibre personnel aussi à côté, c'est très important. Le côté humain, vous ne pourrez pas y couper. Vous aurez toujours vos camarades, et je pense que peu importe l'unité où vous aurez dans l'armée de l'air, c'est ce qui nous soude. On est tous ensemble, on est une grande famille, mais il faut garder votre équilibre à côté. Il ne faut pas tout donner, comme on dit, ça reste un travail. Donc si vous êtes capable de faire la part des choses, des fois vous aurez des bas, vous soufflerez, mais puis ça vous permet de repartir avec plus d'énergie. Le facteur humain est indissociable en fait, du métier. Comment on le caractérise? Quand vous vous lancez dans ce métier, vous vous rendez compte que plein de choses sont tout simplement liées à comment nous fonctionnons en tant qu'humains. Comprendre, se dire on est fatigué, oui, c'est une généralité, on est tous fatigués, mais quel impact ça a? Et donc quel impact ça aura quand on fait une opération extérieure? La fatigue sera présente, et quel impact ça a quand on met en œuvre nos appareils. Donc voilà, c'est faire ce lien, mettre des mots
comment je vais mettre des mots sur des phénomènes qui existent, que des fois on peut intuiter, ou qu'on pense comprendre, mais qu'on touche seulement de la surface. Et ça va permettre de se prémunir ou d'améliorer notre performance dans certains cas. Et à vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Plein d'heures de vol, on aime voler. Voilà. Si on peut continuer à voler, profiter de notre avion au moins quelques temps, et puis ensuite, la suite, on verra bien, on reste positif. J'ai quelque chose à vous proposer, je ne sais pas si vous connaissez le concept du portrait chinois. Est-ce que ça vous parle? Alors non, ça ne me parle pas du tout. Alors c'est un concept où je vais vous poser quelques questions et au travers, par exemple, je vais vous demander quel objet vous êtes et au travers cet objet, on va découvrir quelques traits de votre personnalité. Alors je vais vous dire une épée. Une épée. Voilà. Et je peux savoir pourquoi? Déjà on est militaire et tiens à le dire, on est des soldats et dans le Boeing c'est un avion de guerrier. Et si vous étiez un événement ou un personnage historique, qui vous seriez? J'aimerais bien être Napoléon. Maintenant, je ne suis pas capable d'accomplir ce qu'il a fait. Mais oui, sinon je sais pas. Oui, voilà, je trouve que c'est important J'aime bien ces personnages qui ont quand même marqué l'histoire fortement. Napoléon, pour moi, il a façonné la France moderne. Et un avion? C'est 135, mais c'est trop facile. Je me doutais de la réponse. Et maintenant, un adjectif. Est-ce que vous auriez... comment vous vous qualifierez dans la vie de tous les jours? Un peu râleur. Ouais, c'est vrai. J'aime bien râler, mais c'est pas c'est pas négatif, c'est juste pour exprimer. Je m'exprime, je suis en bonne santé, du coup je râle un petit peu. Mais c'est pour autant qu'on fait pas les choses. J'aime bien râler, mais après on fait les choses et c'est plus un trait de caractère. Et autrement, un adverbe, une devise, un proverbe, pardon. Les limites les plus strictes sont celles que l'on s'impose. Voilà. J'aime bien, parce que je pense que plein de gens se limitent d'eux-mêmes, alors qu'au final, il faut se lancer, et ça marche. Je pense qu'on va finir comme ça sur ces belles paroles. Merci mon capitaine. Merci à vous.